Donc, c'est un talk que j'ai déjà donné en fait à la FUBD il y a un mois, un peu plus. Donc, du coup, là, je change juste cette slide. Mais le contenu, c'est exactement le même. Donc, voilà. On est bon? C'est parti? Donc, bonjour à tous. Donc, Nicolas Pérussel, blablabla. Je m'appelle Mammouth. Appelez-moi Mammouth, ce sera plus simple. Avant de pouvoir introduire un petit peu, de parler Chaos Engineering et de ce que ça implique, je vais d'abord vous raconter une histoire pour mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc en fait, bien classiquement, on récupère un projet, un espèce de réseau social d'entreprise qui a été développé avec une base de données Neo4j, donc orienté graph. Je ne rentre pas trop dans le détail de ça, on pourra en parler après. Avec du Java, de l'Angular, c'est un truc headless. Et en fait, on nous demande de le migrer vers du Drupal Postgre, avec un profil de distribution qui est open social. Alors je simplifie un peu parce que ce n'est pas forcément ce qu'on avait envie de faire, mais c'est comme ça que ça s'est imposé. On fait notre boulot, on commence à travailler. En local, on travaille sur des Mac M1, il n'y a aucun souci, tout fonctionne correctement. Donc c'est un petit peu le paradis, un projet qui commence à migrer. Il y a des difficultés sur de l'organisation, tout ça, mais globalement, techniquement, on commence un petit peu à voir le truc, ça fonctionne. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend le temps de migrer le Neo4j vers le modèle relationnel, ce qui demande quand même beaucoup de travail et d'efforts. On migre, et là, en fait, les performances applicatives qu'on a sur les environnements de pré-production, en fait, ça s'effondre. C'est-à-dire que l'application, là, quand on clique dessus, ça met vraiment de temps. C'est-à-dire que le moindre lien qu'on commence en fait à avoir met entre 6 à 30 secondes. Et 30 secondes, c'est quand ça se passe bien. Ça peut monter à 60 secondes, ça, on peut arriver en gateway timeout. Enfin, vous imaginez un peu le truc. Donc là, on n'est vraiment pas bon. Et le cache interne de Drupal qui est présent et qui fait que ça nous permet d'accélérer, on n'a pas l'impression en fait, que ça fonctionne correctement. Bref, donc là, on commence à voir le ciel qui s'obscurcit. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, les galères, elles s'enchaînent, puisque quand vous avez une problématique de performance comme ça, et que vous, en fait, vous êtes à peu près droit dans vos bottes, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des principes de programmation qui sont défensifs, vous savez que vous programmez bien, vous avez des gros tests unitaires, des tests d'intégration, votre code, il est un petit peu à l'état de l'art, on sait qu'en termes de qualité logicielle, on est vraiment très bon. En fait, là, tout ça, ça ne sert à rien, parce que tout s'écroule. Donc là, on commence à sortir des artilleries un peu lourdes, donc on commence à faire de gros profiling avec Blackfire, une auto-tree de profiling pour du PHP. On commence à faire des trucs de barbu avec l'analyse mémoire, donc cache grind, donc on dump la mémoire pour regarder ce qui est en train de se passer. On ajoute varnish pour cacher la misère en public et en privé. Donc on commence à faire du cache varnish privé, il faut se poser des questions. On commence à faire des optimisations de TCP qui sortent d'outre-tombe. On regarde ce qui se passe vers Redis, vers Postgre. On commence à aller dans de la configuration que l'on ne doit pas toucher, mais nous, on y va quand même. On commence à faire du nettoyage de code en suspectant qu'on a plein de problèmes partout. On traque la moindre on va dire complexité algorithmique, donc le bigot, ça devient une espèce d'obsession. On déploie même sur les applicatifs, donc on est dans le cloud AWS, donc on le déploie sur des instances Graviton pour émuler en fait l'architecture ARM qu'on a à distance. Enfin, on en est jusque là. Donc là, il y a des moyens assez colossaux qui sont déployés. Le problème, c'est que ça ne sert à rien, ça n'a rien fait. Ça ne nous a pas beaucoup aidé. Et un jour, en fait, on commence à corréler les métriques, à prendre plus de hauteur, plus de recul. Donc là, il y a eu du temps, hein, donc c'était très fataliste. Mais vraiment, on se dit, en fait, c'est notre nombre d'appels à Redis qui pose problème. Donc, voilà, on pense que c'est vraiment les connexions TCP vers Redis et vers Postgre qui posent souci et qu'on a ce qu'on appelle un problème de latence cumulée, hein, plein de petites latences, une grosse latence. Donc, nous, on se dit, c'est ça forcément le problème. Quand on le fait sur nos Mac M1, sur notre architecture, on n'a pas le problème, puisque quand on est sur notre environnement Docker Compose, en fait, on a une latence relativement faible. Et tout ça, en fait, ça élimine. Donc, on a une latence, mais qui est beaucoup moins impactée par la vraie latence, en fait, qu'on a dans l'infrastructure. Donc, notre solution pour tout ça, réduire le nombre de connexions TCP vers Redis et vers Postgre. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise des vues matérialisées dans lesquelles on a agrégé plein de trucs, on a inliné la donnée, on a bypass le rendu Drupal pour faire plein de choses, on a essayé de limiter vraiment le nombre de requêtes qu'on faisait vers l'extérieur. Et au final, on arrive à afficher des pages à 400 millisecondes sans cache. Et une fois que le cache est activé, on tombe sur du 50 millisecondes, donc c'est bon, voilà. Donc on a pris le gros risque parce qu'on a sacrifié ce qu'on appelle le Drupal way, donc la DX de Drupal et la manière dont il fonctionne. Et on a pris de très gros raccourcis, très sales, pour en fait faire que l'application fonctionne. Ok. Donc voilà, ça vous avez un petit peu l'histoire. Ce que je vous ai raconté là, c'est 2 ans d'activité plutôt intense avec une grosse équipe pour travailler. Donc en fait, pour pouvoir en fait à amener cette réflexion, on a dû mettre en place en fait une méthode de travail qui n'existe pas, qu'on a appelée Reverse Chaos Engineering. Donc, simuler des conditions de production, c'est très difficile, et les reproduire en local pour trouver les problèmes, ça allait encore plus. Cette méthode nous a aidé en fait à y parvenir. Mais pour pouvoir parler Reverse Chaos Engineering, je dois d'abord introduire qu'est-ce que c'est que le Chaos Engineering,
Qui connaît bien le chaos engineering ici? Et qui pratique le chaos engineering? Voilà. Donc, le chaos engineering, je vais passer là-dessus parce que ça va être important de bien comprendre ce que c'est. C'est l'art un petit peu d'introduire des perturbations dans le système en production de manière contrôlée, c'est pas anarchique, et ensuite de déduire différentes choses pour savoir qu'est-ce qui a déconné, et voilà. Donc, l'objectif du chaos, c'est vraiment ce qu'on appelle, c'est la pratique de l'ingénierie de la résilience. Donc, c'est vraiment pour accentuer et renforcer la confiance dans les systèmes. C'est être sûr que quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, tous les fallbacks fonctionnent, même si l'application fonctionne en mode dégradé. Le mot résister est très important. C'est comment en fait notre infrastructure va résister en fait à la charge qu'elle va prendre. C'est une démarche scientifique qui est basée sur l'expérience. Cette notion, cette pratique a été créée par Netflix. Donc, je vais vous faire un peu l'historique de ça pour avoir vraiment le truc en tête. En 2010, Netflix, ils se disent tiens, qu'est-ce qui se passe si je shutdown une VM? Donc, ils shutdown une VM en prod et puis regarde ce qui se passe. Ils s'aperçoivent en fait que ça pose des problèmes dans l'infrastructure, forcément. Donc, en interne, ils réalisent quelque chose qui s'appelle Monkey KO en 2011, qui en 2012 va être open source et rendu accessible. Et c'est là qu'ils vont commencer à évangéliser le truc, qui va devenir Chaos Monkey. Donc, Chaos Monkey, c'est quelque chose assez connu de nom. Et c'est à la base simplement un utilitaire qui permet de shutdown des VM et de les restart et de reload et de regarder ce qui s'est passé. En 2013, un an après, ils vont créer ce qu'on appelle la Simian Army. C'est une panoplie d'outils qui viennent ajouter des perturbations sur le réseau pour enrichir Chaos Monkey. Ok, très bien. En 2014, on a Bruce Wong, qui est l'une des premières personnes chez Netflix, qui va utiliser le mot Chaos Engineering. Avant, il n'y avait pas ce mot-là. C'était on teste des choses en prod. Donc c'est Bruce Wong qui introduit ce mot-là. En 2015, Ali Bassiri devient responsable de l'équipe résilience chez Netflix et va fonder la team Chaos Engineering. Et c'est notamment son équipe qui vont théoriser et formaliser de manière scientifique la pratique du Chaos Engineering. Donc là, ça expose un petit peu, on va dire, au grand public. Ça commence à devenir un peu sérieux, enfin, grand public technique, hein, bien entendu. Et du coup, les gros, les GAFAM commencent vraiment à s'y intéresser. Ça commence à prendre. 2016, il y a même une boîte dédiée qui s'appelle Gremlin, j'en parle parce que vous devrez connaître, qui est en fait une entreprise dédiée à la pratique du chaos engineering dans les structures. Donc eux, c'est carrément leur core business. Donc Chaos Monkey, Gremlin, en gros, quand vous connaissez ça, voilà. Je ne parle pas de la suite parce qu'on est en 2025 et du coup, il s'est passé beaucoup de choses, mais en tout cas, cette démarche de chaos engineering, pour les très gros projets, elle est adoptée. Donc en fait, c'est quelque chose qui est rentré dans les choses, mais vous avez un petit peu l'historique. Donc, quand je vous ai dit que c'était une démarche scientifique, c'est que le chaos en pratique repose sur différentes phases. La première phase, ça va être de définir ce qu'on appelle un état stable. Donc, c'est la production telle qu'elle est. C'est comment elle doit fonctionner à son état nominal. On va faire des hypothèses en disant, je vais ajouter un déséquilibre dans mon infrastructure et je vais créer deux groupes. Il faut que le groupe qui reçoit le déséquilibre fonctionne comme le groupe qui ne reçoit pas les équilibres. On va introduire les variations dans le système. Ça peut être plein de choses. Donc là, je vous parle de problématiques réseau, mais ça peut être hardware. Alors, c'est un peu moins vrai maintenant avec le cloud, c'est assez préventif, mais à l'époque, qu'est-ce qui se passe quand un disque dur est plein? Qu'est-ce qui se passe quand un disque dur casse? Donc, ils vont commencer à faire ce genre de choses et ils vont essayer de voir. Donc, c'est ce qu'on appelle l'introduction de variations. Et ensuite, l'objectif, ça va être de réfuter l'hypothèse de dire que le groupe ne fonctionne pas ou que voilà. Donc ça, vous avez un petit peu la démarche du chaos. Ça reste un peu flou, donc on va faire un exemple. On va définir un état stable. On va dire que notre temps de chargement, c'est moins d'une seconde. Ça, c'est ce que Netflix, par exemple, pourrait dire. Moi, je veux que quand on accède à mon catalogue, c'est moins d'une seconde. On va mettre ensuite une première hypothèse qui va de dire, si la base de données devient lente, la page d'accueil continuera à se charger en moins de 2 secondes grâce au système de cache. Ça, c'est ce qu'on veut vérifier. On va introduire de la perturbation dans un groupe, le groupe B ici, qui va prendre en fait la latence simulée. Et on va avoir le groupe A qui va accueillir les connexions normales. Donc on va load balancer un petit peu la charge. Et l'objectif, ça va être de réfuter, ça va être de prouver en fait que le groupe B charge bien en moins de 2 secondes suite à l'hypothèse qu'on a mis. Et si par exemple on s'aperçoit que le groupe B passe à 3,5 secondes, ça veut dire qu'on a un problème, notre hypothèse est réfutée, ce qu'elle n'est pas vraie. Et du coup, on va se dire, on a un problème, on pensait que notre base de données était résiliente, mais en fait non, donc on va travailler là-dessus. Vous avez un peu l'idée du chaos engineering? Vous voyez la démarche, ce n'est pas simplement s'amuser en production à tout péter, c'est on introduit de la perturbation, on l'analyse, on vérifie nos hypothèses et ensuite voilà. Donc j'aime beaucoup cette personne, Jason Ye, qui est actuellement staff technical evangelist à Datadog, mais qui est passé chez Gremlin avant. Et lui, en fait, sa définition du chaos engineering, je l'aime beaucoup parce qu'en gros, c'est build, fail,
learn, repeat. Donc ça, c'est son mantra. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que encountering failure does not mean we failed, it's how we learn. Donc c'est pas parce qu'on a en fait quelque chose en échec que notre système n'est pas bon, c'est comme ça qu'on apprend à être plus résilient. Donc déjà, on s'aperçoit que la démarche chaos engineering, c'est pas de l'inné, c'est de l'acquis. Et en fait, ça s'apprend. Et il n'y a aucun système qui pourrait être stable tout le temps, qui va fonctionner bien d'un premier coup. Il faut rencontrer la difficulté, avoir cette expérience, gérer les choses pour ne pas reproduire. Donc voilà. Donc, je vous encourage à aller voir ces vidéos sur YouTube, ce sont vraiment, vraiment sympas. Donc maintenant qu'on a un peu la vision du chaos engineering, on va parler du chaos engineering inversé, donc le reverse chaos engineering. Parfois, je parlerai de RCE. Et là, attention, on rentre sur un terrain glissant. Ça sort de ma tête, ça sort d'une petite partie de l'équipe. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel on y travaille encore. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est ce qu'on appelle les fondations et les principes du reverse chaos engineering, mais ça demande encore du boulot. Okay, donc, on va oublier la démarche du chaos, puisque comme on est en reverse, c'est pas ça. L'objectif du chaos, si on met une définition, c'est une méthodologie, ce qu'on appelle systématique. Donc là, on parle un peu avec vocabulaire de science, mais ça veut dire qu'elle est décomposée en étapes, assez distinctes avec des choses à faire là-dessus, et qui va partir de l'instabilité de production pour la reproduire localement. Donc c'est beaucoup plus technique, dans le sens où on ne va pas introduire quelque chose, on va voir ce qui se passe, on va réparer. On a déjà un problème, et on va mettre tout ce qu'il faut en œuvre pour bien comprendre les causes fondamentales de ce problème, et il faut que le problème soit reproduit localement. Si on n'arrive pas à le reproduire, c'est qu'on n'a pas bien décrit notre problème. Okay, donc là, les quelques avantages de la méthode, c'est vraiment de comprendre les causes dites fondamentales, parce qu'en fait, si on les comprend fondamentalement, on ne les reproduit pas. Développer une connaissance approfondie des comportements des systèmes. Donc là, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la théorie des systèmes complexes. Donc derrière, j'ai fait le lien directement avec la notion mathématique sous-jacente. C'est un peu compliqué, je ne l'aborde pas là. Mettre en œuvre des corrections ciblées et efficaces, à chaque fois sur chaque projet pour ne pas reproduire en fait ce qui se passe. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a ces connaissances-là, ça vient enrichir la pratique du chaos engineering avec les bons scénarios pour tester des scénarios plausibles qui peuvent se passer sur les productions. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez vertueux. Ce truc-là, vous allez me dire, ouais, mais reproduire des problèmes de prod, c'est ce qu'on fait un peu tout le temps, on a un truc, on descend la base de données, on fait ci, on fait ça. Le reverse chaos engineering, je le mets tout en haut parce qu'en fait, repose sur 4 méthodologies déjà de debug qui existent. Donc c'est sur 4 piliers qui sont en fait ces 4 méthodos-là. Je ne vais pas rentrer en détail sur Digital Twins puisque c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment de reproduire en 1-1 l'architecture existante, et simuler tout ce qu'il faut. Je ne rentre pas en détail. Vous connaissez plus Production Parity qui a été en fait décrit par Martin Fowler, qui vise en fait à constater l'écart dev-prod. Et c'est pour ça que vous avez des outils de conteneurisation qui vous disent il faut que votre local soit le plus ISO possible avec l'existant, parce que c'est plus facile de débugger. Voilà, tout ça, c'est Southwark qui a beaucoup théorisé là-dessus, donc assez intéressant. Je vais parler de performance engineering, qui est également quelque chose qui permet de debunk en fait, des problématiques de performance. Donc Brendan Gregg qui a écrit énormément de choses dessus. Allez lire ça parce que c'est vraiment énorme. En tout cas, il y a des schémas que vous allez retrouver facilement sur Internet avec tous les binaires utiles pour pouvoir débugger des applications en production. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant. Il y a énormément de connaissances. Il faut aimer le système, il faut aimer le réseau, mais c'est vraiment très, très bon. Et ensuite, on a le fault reproduction. Alors là, à mon plus grand regret, Adrian Collier avait écrit un article de blog dans son blog qui s'appelle The Morning Paper, mais vous le retrouverez que difficilement, puisque même sur la Web Archive Machine, c'est assez pénible d'aller voir. Mais lui, c'est une des premières personnes qui a dit comment on pouvait reproduire des choses depuis le système de production. Voilà, donc c'est un peu empirique, c'est un peu bancal, puisqu'il faut éditer la prod. Donc ça, on sait qu'il ne faut pas faire, mais c'était assez intéressant de comprendre. Donc ces 4 méthodes-là sont le fondement en fait, du reverse chaos engineering, qui prend les best practices de partout pour en fait créer une méthode qui lui est propre. Ok ? Go. Donc du coup, le workflow du reverse engineering, il est en 4 étapes également. La première étape, c'est la caractérisation de l'instabilité. Ça va être déjà de savoir décrire convenablement la problématique que l'on a en production et la corréler avec des métriques business. Donc là, ça devient un peu plus sérieux. L'exemple, on y sera après, donc je ne vais pas le faire étape par étape comme tout à l'heure, on a des exemples plus fournis après. Ensuite, une fois qu'on arrive à caractériser cette instabilité, donc là, il y a toute une taxonomie de vocabulaire qu'il faut utiliser et tout, enfin voilà, il y a tout un truc qui est décrit, qui est un peu compliqué. On va essayer de faire mettre ce qu'on appelle des hypothèses causales. Quelles sont les causes, en fait, de cette instabilité? Et là, on va devoir réfléchir en amont, en disant, voilà, on a ça peut être ça, ça peut être ça. Donc, ça veut dire quand même que c'est une certaine expertise
qui vient émettre ces hypothèses, ce n'est pas accessible à tout le monde, on va dire. Il faut quand même un peu de bouteille. Ensuite, on va valider par l'instrumentation. Là, on va sortir beaucoup de moyens techniques pour en fait capter de la métrique, pour essayer de voir en fait ce qui peut invalider ou pas des hypothèses. Et là, en fait, on a un cercle qui commence parce que avec les métriques et l'outillage, on va pouvoir dégager certaines hypothèses qu'on a déjà. Je fais un check de latence. Si la latence est bonne, je vais vérifier. Je ne vais pas supputer que c'est ça. Par contre, ça ne voudra pas dire que ce n'est pas de la latence cumulée. Je pourrais dire que ce n'est pas un problème de latence réseau. Bref. Et ensuite, on va devoir, une fois qu'on a validé et qu'on est à peu près sûr de là où on va avec les hypothèses, il faut reproduire ça localement. Donc, il faut se mettre dans les conditions pour reproduire la chose localement. Si on a quelque chose de dégradé, il faut qu'on reproduise la dégradation localement. Et c'est qu'une fois qu'on l'a reproduit et qu'on matche à peu près la production, qu'on peut dire que le problème, c'était ça. La difficulté, elle est là. Elle réside ici. Donc, si on fait un petit peu la vue d'ensemble de ce que c'est que le reverse chaos engineering, on a des méthodes ici qui existent et qui vont permettre d'alimenter des phases. Donc, on a la phase de caractérisation, la phase 1, on a la phase d'hypothèse causale, on a la phase de validation via le computing de métriques, et ensuite on a une phase de reproductabilité, donc de reproduction. Et on s'aperçoit que les différentes méthodes qu'on a vont venir en fait alimenter déjà une partie de ces phases. Donc on ne réinvente pas la roue, c'est simplement qu'on prend 4 roues pour faire une voiture. Ça forme le reverse chaos engineering, et tout ça, ça bénéficie au chaos engineering à la fin. C'est novateur, hein, tout ça. Je le dis là comme ça, mais c'est novateur. Donc du coup, exemple pratique. Là, c'est SpaceX. Donc vous savez que des fois, SpaceX, ça explose au vol. Donc du coup, si ça explosait, il y aurait ce type de démarche qui pourrait être mis, hein, avec des arbres de décision un peu plus complexes, mais bref. Donc, je vais vous mettre du contexte. Donc ça, c'est l'archi simplifié du projet que je vous ai parlé au tout début. Donc, on a cette stack technique, donc beaucoup de PHP, du React, voilà, et on a même du Node. On est dans un cluster Kubernetes hébergé sur le compte du client. On utilise énormément de services managés pour se simplifier la vie. Je ne rentre pas forcément sur le diagramme d'archi, tout ça, parce que je n'ai pas forcément besoin. Ce qui est important, on retient le cluster Kube. On a différents services qui communiquent avec des services managés. On a des services externes. Et grosso modo, voilà. On fait du Drupal 10, on est sur à peu près les dernières versions de PHP, et on a quand même pas mal de connexions TCP vers Redis et vers la base de données, puisque l'application a beaucoup d'IO. Le système de fichiers sur S3, là on le voit ici, et on a du CloudFront qui est là-dessus. Donc on a un peu l'état de l'art sur la pratique. Le problème n'est pas l'infra en tant que tel, je vous spoil un peu, mais voilà. Mais le truc, ce qu'on a, c'est qu'on a des temps de réponse qui sont inacceptables pour une application web, plus de 20 secondes. Voilà. Donc c'est assez problématique quand vous cliquez sur un lien d'attendre autant de temps. Et quand je dis super 20 secondes, c'est parce que je ne voulais pas me mettre trop la loose à la FUBD, mais c'était vraiment plus que ça. Hein. C'était sale. C'est-à-dire que 50 secondes, what the fuck. Donc, on doit caractériser notre problème. On sait qu'on a un souci de performance assez réel. Donc, premier réflexe, c'est de garder au niveau du conteneur PHP, de regarder qu'on a un Nginx Drupal dessus. Et en fait, déjà, on doit chiffrer en fait, nos communications TCP avec Redis via un outil qui s'appelle S-Tunnel, qui fait proxy TLS. Et là, en fait, notre premier réflexe, c'est de vérifier déjà notre latence en fait, vers ce service managé. Donc, on utilise OptiRedis-CLI, on fait la latence intrasec, et on a ce truc-là. Donc, pas besoin de lire forcément tout ce qui est ici, mais on s'aperçoit qu'on a une latence moyenne qui n'est pas si pourrie, okay, qu'elle est plutôt cohérente, mais quand même, on commence peut-être à avoir des sursauts qui commence à increase en fonction du nombre d'appels qu'on est en train de lancer. Donc, c'est-à-dire que dans le pire des cas, si on a trop d'appels, ça commence à sentir pas bon. Et ça, c'est simplement le binaire de Redis-CLI qui nous informe. Okay, on se dit, bon, c'est TLS. Donc, on vire TLS. Voilà. Donc là, on fait du TCP pur. On se dit déjà, on choisit de sacrifier la sécurité du transit de la donnée en supprimant cette couche de chiffrement. Et on va directement faire du TCP clair. De toute façon, entre notre application et Redis, on est dans un réseau très bas niveau. Si on arrive à nous pirater ici, c'est qu'on a des problèmes largement bien avant. Donc on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe quand on dégage TLS? Déjà, on s'aperçoit que c'est vraiment meilleur et que c'est beaucoup plus élevé. En fait, dans le fond, TLS nous ajoutait 35% d'overhead sur chaque connexion qu'on faisait. Donc c'est pas rien. Donc c'était assez monstrueux. Donc on se dit, bon, ok, on lance nos outils, voilà, on a le meilleur truc, on analyse, donc on se dit, le problème c'était TLS. Bon, on va en prod. Non, en fait, ça ne marche pas mieux, ça marche un peu mieux. On gagne quelques secondes, mais on ne gagne pas les secondes qu'on a besoin.
Donc, on se dit, bon, clairement, il y a un truc qui joue avec TCP là-dessus, Redis, base de données, bref, on travaille. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a ce qu'on appelle la latence cumulée. Donc ça, on le sait qu'on a beaucoup d'appels à Redis, on le sait qu'on a besoin de faire beaucoup d'appels à la base de données parce que c'est la manière dont Drupal fonctionne. Mais on se dit, quand même, c'est chaud. On a beaucoup de requêtes, peut-être beaucoup trop, et on a des pics de latence qui font que ça pique. Donc, tout ça, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais on observe qu'on a beaucoup de choses là-dessus et on sait que on va difficilement pouvoir changer le comportement de Drupal PHP là-dessus parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en tout cas, on le caractérise. Donc on fait notre petit rapport de caractérisation, on se pose des questions sur le volume cumulatif des appels TCP, on se pose plein de questions sur la capacité réseau, est-ce qu'on n'a pas une problématique de configuration à l'intérieur du cluster, est-ce qu'on a... Enfin voilà, on se pose tous ces trucs-là, et on sait que ça ajoute un overhead, et là arrive le moment de poser des hypothèses. Donc, chaque hypothèse qu'on pose, en fait, on va la décrire, on va essayer de montrer la justification de ce truc-là, donc pourquoi on met cette hypothèse et qu'est-ce qui se passe, une probabilité que ce soit vraiment ça le problème, donc là c'est un peu au pifomètre, de l'impact et une priorité à traiter, du moins à tester. Donc, on a un volume excessif vers Redis et la base de données, je ne fais que vous le dire, ça on le sait. On sait que tout ça en latence cumulée, ça nous provoque vraiment beaucoup de dégradation. Donc, on sait que potentiellement, ça va être élevé, qu'on a un risque assez critique dessus. On regarde ça, on vérifie, je ne sais pas moi, si on n'a pas des modèles d'exécution bloquants, ce qui est possible avec PHP FPM, donc on va aller voir là-dedans. On a peut-être des problématiques de mise en cache qui n'est pas bon, on a un cache tout pourri et on recompute très fortement les choses. Peut-être qu'il y a ce genre de choses. Peut-être qu'on n'a pas bien utilisé les connexions persistantes et du coup, en fait, on ouvre et on referme à chaque fois, ça ajoute un overhead conséquent puisqu'on a beaucoup d'appels, donc on regarde ça. On se pose donc là, il y en a beaucoup d'hypothèses. On passe à la 6 ici, on se dit, on a des problèmes de configuration TCP. Le problème, c'est jamais soi-même, c'est jamais le code, c'est le réseau. Hein, c'est plus facile à dire. Donc on dit que c'est TCP, mais on se dit, bon, pas forcément, ça serait quand même assez fou que ce soit vraiment, on n'aurait pas de chance que ce soit vraiment un problème TCP. Et même, on pense à de la contention, de la saturation sur les connexions réseau. Donc on se dit, tiens, on a un problème juste déjà dans la manière dont le réseau est setup. Donc là, on se met des trucs. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on se pose comme ça. Donc, pour pouvoir se poser ce type d'hypothèse, il faut quand même, comme je dis, un peu de pratique. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Ce n'est pas quelqu'un tout seul dans son coin qui se dit ça. On se met en groupe et on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Arrivent d'autres hypothèses qu'on peut se poser. Peut-être qu'on a un problème de garbage collection. On avait vu qu'on avait des métriques, on a un garbage collection qui passait trop souvent. Donc, un cycle de vie d'objet pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a pas des problèmes directement d'IO dans l'OS? Voilà. Donc, vous voyez, on se pose plein de questions comme ça. Ça commence à se poser des questions qui sont un petit peu surnaturelles ou pas normales quand on est dev, mais c'est important de le faire. En tout cas, c'est des trucs qui font flipper. Mais il faut se dire, il faut essayer là de voir un spectre large, de ne pas simplement se tunneliser en disant le problème il est forcément qu'ici. Donc là, on se pose plein de questions. Donc, une fois qu'on a tout ça, il faut confirmer ou non les différentes hypothèses. Et on passe en phase de validation. Donc là, il faut des moyens. C'est-à-dire qu'en fait, là, on ne va pas y aller simplement avec le fichier de log et faire du tail, ça ne suffira pas. Il faut des moyens. Donc là, Blackfire. Et Blackfire nous dit plein de choses intéressantes. Il nous dit, déjà, les gars, vous avez quand même une sortie de réseau qui est assez forte. Vous faites des appels TCP vers ADB à outrance et vous faites pas mal d'appels vers Redis. Donc là, on scrute les requêtes, on regarde, mais elles sont normales, en fait, ces requêtes. Drupal a besoin de ça pour fonctionner. Et pareil pour Redis, comme on a le cache qui est mis là, donc ça nous dit, tiens, c'est peut-être pas le contenu, mais c'est peut-être le transport qui commence à déconner. On voit ça. Là, Blackfire confirme qu'on a un problème sur le garbage collection, qui est appelé 5 fois par requête. C'est-à-dire que le traitement d'une requête, le cycle de vie d'une requête PHP, c'est quand ça rentre, ça fait ce que ça fait, puis quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de worker mode. Là-dessus, on n'était pas dans cette optique-là. Donc là-dessus, ça veut dire que l'invalidation du garbage collection, c'est tous les 10 000 objets. Ça veut dire que là, on est à plus de 50 000 objets en création sur une requête. Donc quand on va avoir plein de requêtes en parallèle, on commence à piquer en fait. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, Blackfire ne montre aucun hotspot dans l'exécution du code PHP. Ils nous montrent des trucs, mais qui ne sont pas flagrants. Bon, ok, c'est bizarre, c'est étonnant. Et il nous dit clairement que ce n'est pas PHP le problème. Voilà. Donc ça, on se dit, bon, c'est étonnant parce que quand même, c'est PHP qui déclenche les appels, mais il ne nous dit pas que c'est l'exécution de PHP en lui-même, quoi. Ok. Il nous confirme, Blackfire, qu'on a un souci de réseau. Bon, très bien. On ne fait pas confiance à un seul outil. Et là, on a ce qu'on appelle l'observabilité totale sur la plateforme du client. Donc en fait, ça nous permet de balancer du Datadog et de balancer du tracing à outrance. Beaucoup trop. Et donc en fait, là, ça nous permet d'avoir les call graphs. Rien que sur cette vue, elle est un peu symptomatique.
Donc là, on fait l'exécution du code PHP. Et là, en fait, on va commencer à avoir des requêtes ici vers les DB. Donc vous voyez un petit peu le nombre de requêtes qui peut se passer. Donc là, c'est soit vers du Redis, soit vers la base de données. Donc on corrèle tout ça avec les appels Redis. On corrèle tout ça avec les appels sur la base de données. Et on se dit, tiens, a priori, l'autre problème, c'est effectivement peut-être pas le PHP, mais on a un truc pourri là qui s'appelle node fil de paragraphe. Ben, est-ce que c'est pas paragraphe qui est pourri? Donc ça, en tout cas, ça nous pose question, quoi. On analyse ça, donc du profiling tout le temps sur chaque requête, et on passe un temps fou à consommer et lire ce type de graphe, flame graph. Ensuite, ben, on va sortir notre bonne vieille amie, strace. Qui utilise strace souvent? Personne. Bon, bah moi, j'ai pas de chance parce que c'est mon meilleur pote depuis un moment. Et là, du coup, on se dit, bon, bah, on avait émis des hypothèses d'arrêt dans l'OS. Donc, strace, il est bien pour ça parce qu'il nous permet de voir tout ce qui se passe côté OS, tout ce qui va sortir. Donc, on fait un petit strace qui va bien. On regarde juste là le network sur un drush CR, qui est la validation de cache de Drupal. On regarde ce qui se passe, et là, le temps d'exécution, il est un peu long, 56,6 secondes pour un cache, c'est un peu bourrin. On voit qu'on a plus de 60 000 calls réseau, on voit un petit peu les temps qui sont pris, qui sont machin, le seconde, le nombre d'appels, voilà. Donc là, c'est les appels directement sur Linux qui sont faits, hein. Donc ça, c'est l'API de Linux. Donc là, Send-to, Regvfrom, Connect, Socket et tout ça. On dit, OK, bon, bah, c'est assez bourrin, donc ça confirme qu'on est vers le réseau. Ensuite, on fait des appels un petit peu plus profonds, pas que sur le network, mais sur Connect, le poll, le select, enfin, un petit peu sur tout ce qui permet de gérer côté operating system le code PHP qui est profilé. Comme c'est très très gros et imbitable, illisible, on est obligé de sortir la trace dans un fichier. Et ensuite, on la grep et on utilise des outils d'analyse qu'on bidouille pour faire. Enfin bref, c'est l'enfer. Et là, en fait, on voit un petit peu la distribution. Donc, on a 8700 calls qui prennent quasiment pas de temps. Et là, par contre, on s'aperçoit qu'on a des calls qui sont un peu longs, mais ils ne sont pas symptomatiques. Puisque ça peut être un appel réseau vers l'extérieur qui prend du temps, ainsi de suite. On regarde, mais on s'aperçoit en fait que les temps là commencent à se cumuler. Et quand vous faites les petites sommes, ça devient une grosse somme. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et on va très loin, on va même à modifier en fait des choses qu'on ne devrait pas modifier, mais on change un petit peu comment TCP fonctionne en passant sur ce qu'on appelle TCP Fast Open pour grappiller des millisecondes, voire des secondes. Donc en fait là, c'est-à-dire qu'on a une simplification du système du uncheck TCP avec une histoire de cookies sur TCP, enfin c'est compliqué. Bref, si vous voulez en savoir plus, je fais une conf là-dessus à DrupalCon 2025, donc j'en parlerai très en détail, les pauvres. Voilà, ensuite on se dit même, on va même changer l'algorithme de congestion du réseau. Donc par défaut, il faut savoir que dans un OS, vous avez un algorithme de congestion qui s'appelle Cubic et qui en fait est un peu legacy. Il est fait pour les débuts d'Internet et les débuts du réseau. Et en fait, dans votre tuyau, vous imaginez un tuyau, dites-vous que par défaut, il n'y a que 50% du tuyau qui est utilisé. Le reste, en fait, c'est Cubic le protège. Et il est basé sur la perte de paquets TCP, donc paquet IP, c'est pas forcément le meilleur. Du coup, on peut facilement faire de la performance gratuite en passant par un algorithme de congestion qui s'appelle BBR, qui a été développé par Google. Et BBR, en fait, on peut l'activer facilement dans l'OS et c'est de la perf gratos. C'est-à-dire qu'en fait, là, côté client, il n'y a rien besoin de faire, alors que là, oui. Là, côté simplement algorithme de congestion, vous le changez, vous mettez BBR, vous êtes plus sur en fait les notions de paquet, vous êtes ce qu'on appelle sur la bande passante, et là c'est full ouvert. Juste en passant par BBR, vous avez un gain de perf direct. Direct, c'est gratuit. Ça devrait être, je comprends pas pourquoi c'est pas comme ça dans l'OS, dans le kernel Linux, mais bref. Donc, en tout cas, c'est assez ouf. Voilà. Donc on a essayé ce genre de choses. Ça fait un peu hack et tricher. Et quand on est là, tu te poses des questions pour ta santé mentale en disant, est-ce que c'est normal? Voilà. Donc, normal, je vous invite à regarder, mais ce n'est pas normal d'être dans ce niveau de détail quand on fait du développement. Ensuite, je vous ai dit qu'on utilisait QKjoin pour dumper la mémoire. Donc ça, c'est notre second ami. Donc encore un truc bien barbu, bien moisi. Donc on fait des dumps de mémoire sur toutes les requêtes qu'on passe. Et donc on peut le faire avec, pour les PHPistes, on peut le faire avec Xdebug. Là, on le faisait directement depuis Memprof, une extension qu'on avait installée pour pouvoir debug tout ce qu'il faut. Et là, tu commences un petit peu à regarder ce qui se passe. Tu commences à corréler ça avec Blackfire. Tu vois que tu as un petit peu de différence parce que, on va dire que l'outil de profilage n'est pas tout à fait identique. Et en fait, tu regardes un peu la consommation de ta RAM, le nombre d'appels de fichiers, ce qui est en train de se passer. Enfin, pareil, tu fais des choses qui ne sont pas logiques. Mais là-dedans, quand on sait bien lire les choses, on s'aperçoit qu'on a déjà en fait un problème. Et ça, je vous le dis maintenant, parce que c'est facile de le voir quand on connaît la solution. Mais clairement, ici, on avait un problème sur ce qu'on appelle le Twig Node Traverser. Donc pour ceux qui ont suivi mon autre conférence sur la compilation Twig, vous savez que si vous appelez ça, c'est que vous avez de la compilation Twig de template. Et en fait, le problème, c'est qu'ici, on a un appel trop conséquent. C'est-à-dire qu'on a un nombre d'appels de compilation Twig qui est beaucoup trop
conséquent et ça nous montre qu'on a un problème dans la vue ici. Trop d'appels à Twig qui font trop de choses. Voilà. Mais ça, c'est facile à voir maintenant. Et quand tu es dans ton truc, c'est plus difficile. En tout cas, on l'avait mal corrélé. On vérifie tous nos settings de côté Drupal. Mais d'ailleurs, on s'aperçoit qu'on avait oublié ces settings-là. Donc en fait, c'est ça, cette démarche. Voilà. Donc on pensait être en connexion persistante. Mais en fait, non, parce qu'on n'avait pas mis ça. Donc c'est dommage. On l'avait configuré côté PHP dans l'extension, mais pas côté Drupal quand il appelle. Donc c'est-à-dire que lui, quand il instanciait son Redis, en fait, il n'était pas en persistant, bien dommage. Et ensuite, il y a de la compression pour simplifier les trames. Pareil, on ne l'avait pas activé. Donc, intéressant. Donc là, c'est de la configuration de Pantheon qu'on a directement regardé et repris, on n'a rien inventé. Bref, et ensuite on fait plein de trucs. On étudie Tramspec, TCP Dump-Wire, Shark T, Shark. Donc là, ça pue, c'est pas bon. On fait des trucs qu'on ne doit pas faire. On va faire des cahiers des sons, système trap, c'est de la merde, tout ça. Affreux. On review tout ce qu'on peut review, on analyse les logs, mais ça outrance les logs. C'est pas bon, quoi. On crame la planète avec du end-to-end. Parce que là, c'est vraiment trop. On en a partout, tout le temps, on doit profiler. On a besoin d'avoir. On lance des stress tests avec du Cassis, notamment le script Parta, dédicace à ceux qui étaient là. Et quand on lançait nos propres scripts de stress test, on faisait tomber la prod. Donc c'est-à-dire que toi, depuis ton Mac, tu lançais le truc, bam, on faisait cramer le cluster. Enfin, c'était rigolo, mais pas, parce qu'on ne savait pas pourquoi. On triture PHPINI, on deep dive la conf PHPINI, on va dans des choses obscures. Bref, on fait tout ce qui. Tout ce qu'on ne doit pas faire, en fait, on va vraiment chercher, mais c'est important, parce qu'en fait, sans le deep dive complet, on n'a pas la résolution du problème. Et le truc encore plus relou, c'est qu'il faut consigner tout ce qu'on fait, chaque changement de conf, l'impact que ça a sur la perf, sur machin, sur tout ça, pour pouvoir savoir et prendre une bonne décision. Donc là, c'était quand on était en train d'essayer de ramener, on avait TLS, pas TLS, est-ce qu'on ramenait Redis au plus proche du pod, donc pour l'avoir au niveau local et pas en service managé, l'impact, le risque que ça avait, enfin plein de choses comme ça. Est-ce qu'on était sur quelle configuration PHP-FPM on avait pour le lancement des process, enfin, plein de trucs. Bon, le fichier, il fait 50 000 lignes, il y a plein de trucs. C'était un petit peu l'enfer, mais l'objectif, c'était de ne pas supprimer le hasard. Donc, c'est un travail qui est pénible à faire, mais une fois que tu as les synthèses, ça te permet de prendre des décisions et de mieux checker. Bref, donc là, on a nos hypothèses, on a validé via l'outillage tout ce qu'on a pu faire, et là, du coup, on passe en mode barbu et on doit reproduire ça localement. Donc, pour mémoire, nous, on n'a pas de problème en local. C'est-à-dire que l'application, même avec la base de données chargée, c'est pas une foudre de guerre, mais elle affiche les pages en 1 seconde ou 2, quoi. Donc sur M1, M2, ça va, tu vois, il n'y avait pas de problème. C'est vraiment dans le cluster que ça merde. Donc, nous, on prend le truc de dire, on doit vérifier la latence. Donc pour pouvoir en fait se pourrir la latence à l'intérieur de notre infrastructure locale, on a utilisé en fait un outil qui s'appelle ToxiProxy. C'est pour ça que Chaos Engineering, venez, on va s'empoisonner. On s'est empoisonné nos connexions TCP avec cet outil-là, qui est un outil qui permet vraiment de simuler les conditions réseau et de voir la résilience. Donc c'est un outil qui est développé par Shopify et qui est vraiment super cool et qui agit vraiment sur la couche TCP. Donc nous, on avait de très forts doutes que ce soit ici. Donc voilà, il arrive avec plein de petits, ce qu'on appelle des toxiques. Un toxique sur la latence, un toxique qui nous permet de checker les bandes passantes, savoir ce qui se passe, savoir si un service est coupé, est-ce qu'on a un timeout sur un Keep Alive par exemple, et voilà. Si on reset alors qu'on est sur un Keep Alive, c'est assez rigolo de voir ce que ça va, et voilà, il y a plein de trucs. On va slicer pour couper des paquets de manière aléatoire, et puis on va mettre des temps, enfin il y a plein de choses, et si ça, qui sont quand même déjà bien fournis, si ça ne suffit pas, ToxiProxy nous permet d'ajouter ce qu'on appelle des custom toxiques pour pouvoir faire des scénarios un peu plus avancés, mais ça suffit largement. Donc comment on va faire ça pour empoisonner nos connexions à Redis ou à la base de données? Je prends l'exemple avec Redis. On a un petit Docker Compose, ok, on fait nos forwarding de port. On crée en fait ici notre proxy et ensuite dessus on va utiliser directement, donc en fait quand on utilise ça on utilise le binaire Go de l'image et en fait ici on va binder, ici c'est les ports qui sont fournis par ToxiProxy et nous on bind notre instance de Redis par là. Donc en fait tous nos appels Redis passent par le proxy. Okay, là, actuellement, il s'appelle Redis Proxy. Il n'y a pas actuellement de toxique dessus, donc on ajoute un toxique. Donc sur notre Redis Proxy,
on ajoute un toxique de latence, donc relativement simple, avec un jitter qui permet en fait de dire, ce ne sont pas toujours la même, elle varie pour pseudo-simuler une production ou une congestion réseau ou peu importe. Donc bah voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'on fait pour faire. Donc en fait, un très gros problème et qui permet de vérifier les choses localement assez facilement. Donc l'implémentation de ToxiProxy, c'est vraiment, c'est vraiment génial. Là, on l'a utilisé avec du Docker comme ça, mais on peut également le simuler avec les SDK qui vont bien directement dans le code. Bon, c'est plus simple de le faire comme ça, ce qui nous concerne. Donc là, on commence à faire quelques métriques. Donc curl-t, c'est un shortcut vers une fonction qu'on appelle curl with time, qui nous permet d'avoir un formatage comme ça en sortie un peu intéressant. Sans toxique, on balance ce qu'il faut, on est à 0,6 sur un, je ne sais plus ce que c'était là, sur l'appel en fait, à cette page-là. Et quand on commence à ajouter un toxique de 35 millisecondes, ben on s'aperçoit qu'on passe de 0,6 à 1,7. Quand on fait un toxique à 3,2, enfin, quand on passe à un toxique de 65 millisecondes, on arrive quasiment aux 2 secondes. Donc on a des coefficients multiplicateurs qui sont assez sympas. Donc, mais même en augmentant la latence de manière déraisonnée, en fait, on n'arrive pas en fait, au temps qu'on a de manière distante. On dit tiens merde, et du coup ça ne sert à rien d'aller ajouter plus de latence puisqu'on a la latence intrinsèque Redis nous dit qu'au maximum c'est ça. Donc en fait on ne peut pas trop tricher, donc c'est un peu compliqué. Mais par contre, quand on commence à revenir sur les drushers, tout ce qui nous posait problème, sans latence en local on était à 7-9 secondes, et là on s'aperçoit qu'avec la latence qu'on avait seté et qui oscillait un petit peu, on arrivait sur des temps qui étaient assez colossaux. Donc des temps qui ressemblaient du moins à ce qu'on avait en production. On fait les mêmes choses sur des pages de test sans latence, machin, ainsi de suite. Et là, en fait, on s'aperçoit que on match sur des pages un peu plus que la home, sur certaines pages de contenu. On match grosso modo, c'est fake tout ça parce que les vrais URL, je ne peux pas les communiquer, mais on s'aperçoit que sur la notion dite de communauté, on matchait vraiment en fait les 60 secondes qui correspondaient à ce qu'on avait en production. Donc du coup, boum, bingo, on match la prod. Ça veut dire qu'en fait, cette modification de l'infrastructure réseau nous montre qu'en fait, on a un problème de latence cumulée. Du coup, c'est bien, mais si tu matches la prod, c'est bien, mais tu as plus l'angoisse parce que maintenant que tu sais que toi, ton système, ça va être difficile. En fait, tu ne peux pas réduire la manière dont Drupal fonctionne. En fait, ça pue, quoi. Donc, on valide notre hypothèse 1, qui a l'air de justifier vraiment nos choix avec ce truc-là, et qu'on a un effet cumulatif de centaines d'opérations TCP individuelles. Comme je dis, comment on va agir là-dessus ? On utilise Drupal et son modèle de données. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Configuration des caches bin. C'est un point un peu compliqué dans Drupal, mais on peut stocker des caches, les différents types de caches dans différents endroits. Donc, du coup, pour nous, ils sont correctement configurés. Normalement, on n'a pas de problème quand on le fait comme ça. Voilà. On peut créer un custom kernel. Benjamin en a parlé, mais ce n'est pas envisageable et c'est trop compliqué. Donc là, pour les symphonistes et les Drupaliens qui savent de quoi on parle. On ne peut pas rapatrier le cluster Redis au plus près pour essayer de virer cette latence, puisque sinon on n'est plus en go live de la DSI, voilà, ça pose plein de problèmes. Nous, on a quand même le Drupal Way qui est respecté, globalement. On a beaucoup de layers de cache, et en ajouter, ça rend la validation très complexe, donc c'est peut-être pas la bonne solution. Et quand on a fait ça, on ne pouvait pas acquérir l'application, ni la splitter en macro-service ou quelque chose comme ça. On n'avait pas le choix, quoi. Donc du coup, notre solution, nous, ça a été de dire, en Drupalway, il faut s'asseoir dessus. Donc, c'est-à-dire que la manière dont le framework nous dit de fonctionner, on ne va pas fonctionner comme ça, on va trouver un truc alternatif et on va essayer de voir comment on peut introduire ça sans tout péter. Donc, la solution, nous, la plus évidente, a été utiliser la puissance de Postgre en économisant le nombre d'appels à la DB. Moins je fais d'appels à la DB, quelque part, moins je fais d'appels au cache Redis qui est en amont, in memory. Donc, pour pouvoir compute des choses. Donc, en fait, moi, je veux interroger les choses. Et là, Postgre nous propose un truc intéressant qui s'appelle les Materialize View. Je ne vais pas rentrer dans les gros détails précisément de tout ça. Mais le truc qui a été important, ça a été de créer ce qu'on appelle des inliners. C'est-à-dire que plutôt que de faire n requêtes, on n'en fait qu'une seule. Il y a des grosses jointures et tout ça. Enfin, vous voyez un peu le truc. Et en fait, la donnée, on vient l'agréger dans une seule ligne. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'appelle la DB, je préfère appeler une fois la DB pour éviter ma latence et faire le PHP derrière pour ensuite travailler la donnée. Et ça, inliner la donnée, ça se fait de manière assez courante. C'est qu'on veut mettre à plat les choses et pour éviter la jointure qui peut coûter cher. Et en même temps, on a utilisé des fonctions d'agrégation très fortes en fait, de Postgre, notamment sur les colonnes JSON-B, qui nous ont permis en fait, de dire, quand j'ai des jointures multilangues, machin, ainsi de suite, de réunir l'intégralité de tout ça dans un objet JSON. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on a la donnée inlinée
un peu en mode, du coup, MongoDB. En fait, on a une sorte de document qui est stocké dans des colonnes bien spécifiques. On allie les deux mondes. On allie le modèle relationnel avec la puissance des champs non typés comme le JSONB. Et c'est hyper puissant parce qu'en plus on peut requêter proprement dessus. Bref, donc on a fait plein de trucs. Donc on a fait plein de petites choses comme ça qu'on a appelé fast machin truc dans le code. Techniquement derrière, à la fin, on a préfixé des contrôleurs spécifiques de nos applications on a préfixé en fast. Comme ça on sait que là, ça appelle en fait ce système-là. Et en fait, on a shortcut ici tout le rendu. On s'injecte ici ce qu'on appelle un custom renderer dans lequel on vient en fait faire du rendu plus traditionnel Twig, comme on peut l'avoir dans un Symfony ou un Twig un peu brut, enfin une application un peu brute. Et on a dégagé tout ce qui était render array. Enfin, du moins, on les a simplifiés à l'extrême. Donc ça nous a mis des drawbacks et ce genre de choses, mais on a pu les contourner assez facilement. Et grâce à ça, on a des performances qui étaient vraiment très très bonnes. Et ce n'est pas une grosse implème, en implémentation, c'est moins d'un mois pour un problématique de production qui a 2 ans. Donc en fait, c'est 2 ans de travail, de recherche, de dire qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça, pour une implémentation qui est assez performante. Et mine de rien, ça nous a permis de faire un découplage applicatif facile, de délocaliser une partie de l'application vers un Symfony. Du coup, le code étant moins couplé au framework, entre guillemets, c'était assez facile à backport dans un Symfony, qui bénéficie également de tout ça. Donc en fait, on a fait un truc relativement propre qui nous a permis de regarder. Voilà, c'est un peu la synthèse. Donc, si on devait un petit peu récapituler ce que c'est que le RCE, c'est vraiment une méthodologie systématique qui nous permet de partir d'un problème de production et de mettre tous les moyens en amont avec la bonne méthodologie pour traquer le problème et définitivement faire qu'on n'ait plus le problème. Donc ça nous permet de générer des scénarios qu'on va pouvoir alimenter au chaos engineering. Donc ça, c'est intéressant. On savait que dans Drupal, l'utilisation intensive d'un Redis peut être contre-productive. C'est assez étonnant. Mais l'overhead qu'elle nous ajoute TCP fait que ça peut poser des problèmes, et également pour sa base de données. Donc, c'est fait avec rigueur. Il y a plein de choses. Je vous invite vraiment à aller lire ce truc-là si vous voulez. On draft encore plein de choses. Donc là, le screen est un peu vieux, mais on y travaille. En tout cas, c'est quelque chose auquel je crois et qui peut rentrer dans des standards industriels de production logicielle. Pas pour tous les typologies de sites, mais pour ceux sur lesquels on parle qui prennent un peu de charge, qui ont des problématiques. Et en tout cas, ça permet d'améliorer la résilience et des systèmes et des personnes qui bossent dessus, poser des bases et des fondations solides de méthodes pour travailler le debugging et éviter en fait, d'avoir ce qu'on appelle de l'instinct, du feeling, ce genre de choses. Donc voilà. Donc, j'aime bien cette phrase-là qui dit qu'on transforme la résolution des problèmes d'une forme d'art basée sur l'intuition et l'expérience individuelle en un process scientifique. Et ça, c'est vraiment un peu la démarche et c'est pour ça qu'on a fait ça. Plein de ressources ici, je vous partagerai ça quand on partagerai la présentation. Et merci.